Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode 12 du podcast La Psy Papote. Aujourd'hui, je suis en présence d'Axel Adel. Bonjour Axel. Bonjour Mélissa et merci de partager ce temps d'échange autour de mon activité professionnelle. Donc, tu es orthopédagogue spécialisée en gestion mentale. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Alors oui, je suis orthopédagogue spécialisée en gestion mentale. Donc j'ai un cabinet à Perpignan depuis plusieurs années déjà où j'accompagne des personnes jeunes ou adultes jusqu'aux personnes retraitées si tu veux, pour leur permettre de découvrir, de prendre conscience ou même de développer leurs ressources mentales, leur potentialité cognitive quand il s'agit pour eux d'apprendre, d'avoir accès à des connaissances ou même de devoir parfois faire une évolution dans leur carrière ou de remédier à des problématiques telles que la mémorisation, l'attention, la compréhension, la réflexion, l'imagination, quand ça leur pose souci. Alors ça peut être effectivement un public très large, mais j'interviens également en tant que conférencière, formatrice certifiée, dans des structures extérieures, ça peut être par exemple dans des établissements scolaires bien sûr, mais également dans des entreprises, dans des associations. Par exemple, pendant des années, je suis intervenue dans une association, Cohérence Réseau, une très belle association du département, qui accompagne des personnes adultes ayant des troubles psychiques pour les aider dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc je faisais des ateliers sur l'attention, sur la mémorisation, voilà là-dessus. Voilà, donc j'interviens de manière extrêmement large. J'accueille au cabinet pour des séances individuelles et j'interviens pour des ateliers de groupe ou des conférences ou des formations à l'extérieur. Ces formations s'adressent également à des professionnels qui gravitent autour de l'acquisition des informations, autour des connaissances, autour de l'apprentissage. Ce sont donc des interventions que je fais pour permettre à ces professionnels de découvrir la variété des processus mentaux lorsqu'il s'agit d'apprendre ou de traiter une information. Alors j'entends que tu reçois un public large, donc des enfants jusqu'à des personnes un peu plus âgées. Par exemple, quels sont les signaux qui pourraient se faire dire, bah tiens, j'irais bien rencontrer Axel. Qu'est-ce qui pourrait être un déclencheur? Alors souvent déjà, moi je travaille avec un réseau de professionnels. Donc souvent ce sont des personnes qui me sont orientées. Ça peut être des orthophonistes qui ont posé un diagnostic de trouble 10. Ça peut être une neuropsychologue qui a posé un diagnostic de trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, ou un TSA, un trouble du spectre autistique. Ça peut être aussi un médecin généraliste qui m'oriente une adulte qui a fait un burn-out et qui cherche une reconversion professionnelle, donc qui doit effectivement acquérir de nouvelles connaissances dans un nouveau domaine. En fait, c'est très très large. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à cette demande, c'est qu'au final, on peut se rendre compte que ce sont souvent des personnes qui ont une grande richesse dans leur potentialité cognitive, mais qui ressentent une grande pauvreté au niveau de la conscience qu'ils ont de leurs propres ressources mentales. Tu vois? Donc c'est intéressant de prendre en compte ce décalage parce qu'effectivement, ça n'est pas parce que on a peut-être des compétences qui sont parfois même inconscientes ou qu'on met au profit de nos passions, de nos centres d'intérêt, qu'on est en capacité, en pleine conscience, de pouvoir mobiliser ces compétences dans des domaines où on se retrouve en difficulté. Donc ça peut être un élève en primaire qui a du mal à être attentif en classe ou qui a du mal à apprendre ses tables de multiplication ou une poésie. Mais ça peut être aussi un collégien qui va passer le brevet des collèges et qui ne sait pas du tout s'organiser dans son travail. Ça peut être un lycéen qui, devant la somme des informations à mémoriser, se retrouve dans une situation où il relit 10 fois son cours, où il le réécrit, où il le répète, et il se rend compte que ça, c'est pas du tout efficace. Donc en fait, il est très insatisfait puisqu'il mobilise beaucoup d'énergie pour rien. En fin de compte, il perd beaucoup de temps, puis ça lui donne l'impression
qu'il est nul, qu'il ne sait pas faire, donc voilà, il a cet auto-sabotage qui va se mettre en œuvre. Et puis ça peut être, comme je le disais, un adulte. Parfois même dans les entreprises, vous avez les managers qui doivent apprendre à communiquer avec leurs équipes. Vous avez des personnes qui vont passer des concours internes dans des grandes entreprises. Et donc, ils ont besoin véritablement d'un accompagnement à cette découverte de leur propre processus de pensée pour l'optimiser. Voilà. Donc, c'est très, très large, tu vois. J'espère que je vais donner quelques exemples concrets, mais il y en a tellement. C'est vrai que là, ça me fait beaucoup penser à l'estime de soi, Hmm. ce que tu viens de nous exposer. Hein. Alors, le bénéfice secondaire de Oui. cet accompagnement en gestion mentale, c'est effectivement que les personnes se rendent compte qu'elles peuvent avoir confiance en leurs ressources cognitives. Alors souvent, il y a d'autres accompagnements qui vont aider les personnes à développer la confiance en soi et l'estime de soi. Nous, on ne va pas travailler directement à la confiance en soi et l'estime de soi, mais c'est généralement le bénéfice secondaire que l'on retire, parce que finalement la gestion mentale, au travers de la pratique en tout cas que j'essaye de faire, c'est effectivement d'avoir ce développement non seulement de la conscience cognitive, mais surtout de ce pouvoir-être en fait. Parce que quand on a conscience que l'on peut agir sur nos propres processus de pensée, que l'on peut les ajuster, les compléter, les développer aussi, on a confiance donc en ses ressources parce qu'on s'aperçoit qu'on réussit. Et finalement, quand on réussit, personne ne se lève le matin pour échouer, n'est-ce pas? Quand on réussit, on a envie de recommencer parce que ça nous fait du bien. Et c'est vrai que les travaux de recherche que a fait Antoine de La Garandrie, donc la gestion mentale s'appuie sur ces travaux de recherche d'Antoine de La Garandrie, qui à la base était un philosophe et un pédagogue. Il a écrit de nombreux livres, dont Plaisir de connaître et bonheur d'être. Donc pour rebondir sur ta question, c'est vrai que cette estime de soi, cette confiance en soi, elle vient aussi de ce plaisir-là. On a envie, je ne connais pas de personnes qui se lèvent effectivement le matin pour échouer. Quand on réussit, on a envie de recommencer parce que ça génère un plaisir, une satisfaction personnelle de ce que l'on a mis en œuvre et de ce qui fait sens pour soi. Le circuit de la récompense, finalement. Absolument. Et quand je parlais tout à l'heure de ce lycéen qui relit, réécrit, répète, c'est cette impuissance apprise finalement qui va émerger dans ses convictions et dans des croyances parfois qui sont dommageables. Et puis, il y a beaucoup de choses qui circulent autour de l'apprentissage, beaucoup de fausses croyances limitantes qui fait que les personnes vont appliquer ce qu'on leur dit, appliquer ce qu'ils ont entendu, appliquer ce qu'ils ont lu et qui s'aperçoivent que ça ne marche pas pour eux. Tout simplement parce qu'on a tous des habitudes mentales, on a tous des cheminements de pensée privilégiés et qu'il est important de les découvrir pour pouvoir les piloter en toute conscience et de ne pas avoir comme ça des manières de faire complètement aléatoires sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Mais j'ai l'impression, pour parler des enfants, des adolescents que je reçois beaucoup au cabinet aussi, j'ai l'impression que plus ils grandissent et plus les facilités d'apprentissage, entre guillemets, lâchent, plus c'est tard en fait, plus c'est difficile pour eux à se remobiliser. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas besoin, ils rentrent chez eux, le soir ils font pas leurs devoirs, ou rapidement ils survolent, sauf que plus le cursus scolaire avance, plus il y a des nouvelles compétences qu'on leur demande, beaucoup plus de savoir. Et d'un seul coup, des fois, ça lâche. Et là, on voit des enfants qui commencent à être déscolarisés, à plus vouloir aller à l'école, parce qu'ils savent plus faire, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure avec ton adolescent. Ils ont l'impression de plus savoir faire parce qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment fait non plus. C'est ça, oui. Exactement. Ils n'ont jamais fait non plus. Et à quel moment, dans un cursus scolaire, à quel moment on apprend aux apprenants à apprendre? À quel moment on leur pose la question de savoir, tiens, tu es en CP, tu apprends à lire, et tu vois, tu décodes un peu les syllabes, les lettres, mais tu vois cette poésie, tu vas devoir la connaître, entre guillemets, par cœur. Certains disent le par cœur c'est bête parce qu'ils ne savent pas véritablement ce que c'est qu'apprendre par cœur. À l'époque de l'Antiquité, apprendre par cœur, c'était apprendre avec intelligence et c'était loin d'être bête. Et puis demain, tu vas devoir le réciter devant la classe. Ils sont complètement déroutés, désemparés. Comment je fais pour faire entrer ces lettres dans ma tête et pouvoir les ressortir avec ma bouche demain?
mot à mot, avec grande exactitude. C'est terrible pour eux, c'est vraiment un grand désarroi. Alors on y va tous de nos conseils, que ce soit l'enseignant, le parent, les copains, les copines. Eh ben, t'as qu'à lire la première ligne, puis là, tu la répètes dans ta tête, etc. Fais un dessin en face. Mais oui, mais j'ai fait un dessin en face, mais ça m'aide pas à ressortir les mots. En fait, ce dessin, il va les aider peut-être à comprendre, mais pas à apprendre la poésie. À quel moment on dit aux enfants, ben écoutez, voilà, quand vous lisez cette phrase, comment elle existe dans votre tête, quel sens elle a pour vous, puis comment vous la retrouvez, puis comment vous pourriez la faire exister, et puis s'ils ne savent pas, on peut leur faire des propositions. Est-ce que toi, dans ta tête, lorsque tu apprends en danse, ton enchaînement, ta chorégraphie, est-ce que toi, quand tu apprends au judo, les différentes clés du judo, comment tu t'y prends? Est-ce qu'on va faire émerger à la conscience de l'apprenant déjà les procédures qui sont opérationnelles, les cheminements mentaux qui sont déjà là, qu'il suffit de faire émerger à leur conscience pour les aider à les transférer dans des domaines plus scolaires. Alors, ce qui est important à dire à ce moment-là pour vos auditeurs peut-être, c'est que la pédagogie de la gestion mentale, c'est déjà la pédagogie de l'activité mentale. Et en gestion mentale, on va parler de ce qu'on appelle des gestes mentaux. Alors tu vois, Mélissa, quand tu entends geste, tu penses peut-être à gestes physiques. Oui, au corporel. Au corporel, que l'on peut faire avec nos muscles, nos tendons. Qui peut fonctionner dans l'apprentissage aussi. Absolument. Et puis alors, ce corps que l'on peut diriger, on peut apprendre avec notre corps à faire en natation du crawl, de la brasse, etc. Tu vois ? Eh bien, effectivement, on peut utiliser notre corps pour effectuer des gestes techniques dans des domaines particuliers et on peut apprendre avec notre corps. Eh bien, pour réussir à apprendre au niveau scolaire, puisque là tu me posais une question au niveau scolaire, même si la gestion mentale, ça n'est pas que ça, mais au niveau scolaire et dans d'autres domaines d'ailleurs, pour réussir à apprendre en général, il faut savoir pratiquer ce qu'on appelle des gestes mentaux. Au lieu de le faire dans notre corps, on le fait dans notre tête. Et pour réussir à apprendre, ils sont au nombre de 5. Tu vois, comme on pourrait faire la liste de tous les gestes physiques que l'on devrait apprendre à faire et à s'entraîner pour pratiquer le tennis ou la boxe anglaise, j'en sais rien. Le crochet en boxe anglaise, c'est loin d'être le crochet de ma grand-mère. Donc il faut savoir le pratiquer et on s'entraîne à le pratiquer. Donc ils sont au nombre de 5 et je te propose de te les citer. Il y a bien, avec plaisir. Comme ça on saura un peu plus de quoi on parle. Oui. Alors il y a l'attention, que tu connais bien évidemment. Et qu'est-ce que l'on met derrière l'attention? Et souvent, la plupart des gens, si on leur demande qu'est-ce que c'est qu'être attentif, eh bien, les gens ils vont vous dire c'est bien écouter, bien regarder, se concentrer, faire le vide dans sa tête. Ok, mais ça ne nous dit pas comment on doit faire dans sa tête. Parce que si je suis ces directives-là, j'écoute, je regarde, je lis. Par exemple, je lis ma page de gauche à droite et de haut en bas, arrivé en bas. Je ne sais pas ce que j'ai lu. Alors je me motive, parce qu'il paraît que la motivation c'est important, ainsi que la volonté. Alors je reprends du début, j'arrive en bas, je ne sais pas ce que j'ai lu. Eh bien effectivement, notre esprit, notre conscience a la capacité de faire autre chose que ce que nos yeux font. C'est comme ça, on le sait, on l'a déjà vécu dans notre propre expérience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il y a autre chose à faire. Regarder, écouter, c'est nécessaire, mais ça n'est certainement pas suffisant pour mobiliser nos capacités attentionnelles de manière efficace. Donc ça s'apprend. Être attentif, ça s'apprend. Mémoriser, ça s'apprend aussi. C'est un autre geste mental que l'on peut apprendre sur les 5. Et parfois, mémoriser, c'est pas simplement répéter, c'est pas simplement réécrire. Au contraire, nous, on va faire quelque chose dans notre tête qui est correspondant à notre propre fonctionnement personnel, à nos propres habitudes mentales, donc qui est compatible avec notre propre conscience. Et ça ne sera peut-être pas répété dans notre tête. Peut-être qu'on peut apprendre la poésie, je reviens sur la petite fille qui était au primaire, ou le petit garçon, je ne sais plus. Ça pose souvent de soucis, les poésies, je pense, dans nombreuses familles. Donc c'est le bon exemple. C'est un bon exemple, tu trouves? Bon, je trouve. Parfait. Alors par exemple, la petite fille, on va reprendre cette petite fille qui essaie d'apprendre sa poésie. Et tu vois, quand je lui ai posé la question en danse, tu fais comment toi en danse? Quand tu essaies d'apprendre de la chorégraphie de la danse, ou quand tu fais au théâtre, comment tu fais toi dans ta tête quand tu essaies d'apprendre ça? Eh bien, cette petite fille, peut-être qu'elle va découvrir qu'en danse,
Elle regarde la professeure faire, donc effectivement, elle est attentive à ce qu'elle regarde. Mhm. Elle a l'impression en tout cas, et puis elle va faire quelque chose en plus. Et c'est quoi ce petit truc en plus qu'elle fait dans sa tête? Eh bien, elle ne le savait pas, elle n'en avait pas conscience, mais finalement, grâce au dialogue pédagogique, notre technique en gestion mentale, pour faire prendre conscience aux personnes de la manière dont ils utilisent leur conscience cognitive, eh bien, elle se rend compte que elle a peut-être des images dans sa tête, une impression d'image de l'enseignant, de la professeure qui lui montre la chorégraphie dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, elle a peut-être une image d'elle en train de le faire. Puis dans un troisième temps, elle a peut-être une voix intérieure qui décrit ce qu'elle est en train de faire. Enfin, on peut aller très très loin dans cet itinéraire mental, on va s'arrêter là. Et puis, alors je lui pose la question, mais alors du coup, pour la poésie, comment tu fais? Eh ben, elle me dit, ben, la maîtresse, elle m'a dit qu'il fallait que je fasse un dessin. Comme je vous l'ai dit, Mhm. ça ne marche pas. Maman m'a dit qu'il fallait que je répète la première ligne dans ma tête. Mais je lui dis, mais tu répètes ce que te dit la professeure pour la chorégraphie? Ah non, pas du tout. Alors, comment tu pourrais faire? Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Elle est complètement ébahie parce qu'elle se rend compte que dans sa tête, elle peut aussi avoir accès à une multitude d'images qu'elle a déjà là dans sa bibliothèque mentale, auxquelles elle peut avoir accès, qu'elle peut créer, même si elle ne l'a pas dans sa bibliothèque mentale, qu'elle peut créer dans sa tête. Et dans le prolongement de ces images, elle peut voir, elle peut entendre, elle peut... Voilà. C'est peut-être son point d'appui à elle. Inversement, quelqu'un qui essaie d'apprendre peut-être ce que c'est qu'un triangle rectangle, et qu'il essaie peut-être de le regarder, de le revoir dans sa tête, si ça ne fait pas partie de ses habitudes mentales, parce que peut-être pour en boxe anglaise, eh bien, il va se parler de comment faire pour placer son point, et qu'il n'a pas d'image dans sa tête, eh bien, il peut effectivement aussi se servir de cette verbalisation intérieure, de ce discours interne qui lui permet de décrire ce triangle rectangle dans sa tête. Donc on part toujours du principe que la découverte des 5 gestes mentaux, que sont, là je vous en ai donné deux, Mhm. l'attention, la mémorisation, mais il y a également la compréhension, la réflexion, l'imagination créatrice, qui pour nous n'est pas de la rêverie, mais qui est ce qui va permettre de découvrir ou d'inventer. Au travers de cette didactique des actes de connaissance, on va permettre à une personne de les pratiquer comme il pratiquerait un geste physique, donc pratiquer donc des actions mentales dans leur tête, mais à partir des habitudes qu'ils ont déjà là en eux, qui ont donné lieu et qui ont donné naissance à des habiletés. Si je reviens sur le sport, si j'ai pris l'habitude de faire des revers au tennis, je serai plus habile pour faire des revers que de faire des coups droits. Je suis nulle en tennis, c'est pas le problème. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas apprendre Oui, à bien faire des sûr, coups mais bien droits. sûr. Et donc là, si quelqu'un a des habitudes mentales de visualisation, de verbalisation, eh bien on va s'appuyer sur ces habitudes mentales pour pouvoir les développer, les ajuster, les compléter, les enrichir, afin d'atteindre l'objectif qu'une personne peut viser, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau professionnel, relationnel, personnel. Donc, mais ça, on ne l'apprend pas. C'est-à-dire à quel moment on apprend ça? On n'apprend pas aux personnes à apprendre, on n'apprend pas à comprendre, on n'apprend pas à réfléchir. Après, la difficulté, c'est qu'à l'école, effectivement, vous me disiez cette petite fille de CP avec sa poésie, on apprend à lire, mais on leur apprend pas à apprendre après à la maison. Et moi, je reçois au cabinet des parents dépités parce que le scolaire, bah déjà, ça, c'est pas le. Enfin, des fois, ça a pas plu quand on était enfant, et on a le droit de pas aimer l'école, et c'est complètement ok pour moi en tout cas. Et sauf que du coup, les enfants confrontent leurs parents à leurs propres difficultés des fois aussi d'apprentissage, et on a des familles qui explosent tous les soirs parce que des conflits autour des devoirs, etc. Et moi c'est vraiment nombreuses familles qui viennent me consulter pour en fait on comprend pas le soir, c'est difficile, on n'en peut plus, des parents vraiment au bord de l'implosion. Et c'est difficile aussi en tant que parent ce qu'on peut demander à un parent, parce que lui il n'est pas à l'école toute la journée avec l'enfant, il sait pas ce qui s'y passe, il essaie comme il peut d'accompagner son enfant. Le soir quand il rentre à la maison autour des devoirs, parce qu'on parlait du coup de cette petite fille et sa poésie, c'est un exemple vraiment qui me parle dans ma pratique professionnelle. Hein. Alors tu vois, Mélissa, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça me renvoie moi en 2012. Mhm. Parce que dès 2012,
j'ai eu le sentiment que la problématique parentale dans l'accompagnement de la gestion des devoirs à la maison était fondamentale. C'est bien d'accompagner son enfant voir un praticien, un orthopédagogue, mais on est confronté, ce sont eux, les parents, qui sont confrontés quotidiennement au casse-tête des devoirs à la maison. Et très tôt en 2012, j'ai souhaité animer des ateliers parentaux pour l'accompagnement de la gestion des devoirs à la maison. Parce que le parent, c'est un ancien apprenant. Complètement. Et lorsqu'il est lui-même confronté à un vide sidéral par rapport à la connaissance de toute cette variété de processus mentaux d'apprentissage, eh ben, il est complètement démuni, mais dans une grande souffrance, parce que la volonté d'un parent, c'est toujours de transmettre, c'est d'aider, c'est de sortir son enfant de problèmes. C'est viscéral, c'est dans nos tripes en fait. Nous, les parents, on cherche effectivement à aider nos enfants. On ne peut pas laisser un enfant dans la détresse, c'est pas possible. Sauf que nos enfants ne savent pas comment faire. Les enseignants parfois ne sont pas formés pour les aider à savoir comment faire. C'est pour ça, je disais, quand est-ce qu'on apprend aux enfants à apprendre ? Malheureusement, ça devrait être fait durant les formations des enseignants. Et les parents sont confrontés aussi à ça. En fait, on se renvoie la patate chaude finalement. Certains vont dire c'est la faute aux enseignants, ils ne sont pas formés. Certains enseignants vont dire c'est la faute aux parents, ils sont démissionnaires. Parents vont dire c'est la faute aux enfants, ils ne sont pas motivés. Et en fait, on est tous confrontés à cette ignorance, alors qu'on sait aujourd'hui, grâce notamment aux neurosciences cognitives, qui nous montrent comment un cerveau pense. On voit qu'il y a cette plasticité cérébrale avec les milliards de connexions neuronales, mais aucun génie ne sait comment commander à nos neurones. Aucun génie. On a beau avoir des connaissances extraordinaires sur la plasticité cérébrale que je trouve formidable, puisque moi-même je me suis formée à la neuroéducation, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais comment commander à nos neurones, on ne sait pas. Et c'est finalement la gestion mentale et les neurosciences éducatives pourraient représenter les deux côtés de la même médaille finalement. C'est comme en sport, je reviens, pardon, excusez-moi si je répète par rapport au sport. En sport, si je veux que mes muscles soient un petit peu plus toniques, tu vois, eh bien il faut que je fasse des actions physiques. Il ne suffit pas que je connaisse le corps humain. Ça suffit pas. Ça suffit pas de connaître le corps humain. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Pareil, au niveau des neurosciences, ça nous apprend comment un cerveau fait quand il apprend grâce aux IRMF, les imageries par résonance magnétique fonctionnelle. Mais pour pouvoir développer cette conscience cognitive et pour qu'elle soit, qu'on puisse l'ajuster, la piloter, pour qu'on puisse donc agir sur ces neurones, il nous faut faire des actions mentales, l'objectif de la gestion mentale. Donc c'est très important de dire ça. Et pour en revenir aux parents, moi j'avais fait à l'époque en 2012 mon portfolio, mon mémoire, j'avais fait sur l'accompagnement parental d'enfants atypiques. Parce que très tôt j'ai senti que c'était quand même eux qui étaient sur le pont, et que je sentais beaucoup de souffrance. Et j'ai remis une couche pendant le confinement, puisque là j'ai vraiment été très déroutée et puis même sensibilisée à la douleur des parents. Ça faisait écho à des choses que j'avais vécues, peut-être moi quand mes enfants étaient plus jeunes. Et du coup, j'avais posté une vidéo sur ma chaîne où j'avais expliqué qu'effectivement, ne restez pas dans cette douleur. Et surtout, n'entamez pas votre relation avec vos enfants. Ne rentrez pas dans ces conflits. Il y a des moyens, il y a des solutions. Faites-vous aider pour aider votre enfant. Faites-vous aider pour aider votre enfant. Et ça ne fait pas du parent quelqu'un qui va être comme ça avec l'emprise de l'enfant, parce que l'objectif de la gestion mentale, c'est que la personne devienne autonome dans le pilotage de ce cerveau, de cette conscience cognitive. Donc on rend la personne autonome. Donc c'est pas pour que les parents deviennent un fil à la patte vis-à-vis de leurs enfants. C'est au contraire, faites-vous aider pour mieux accompagner vos enfants à acquérir cette autonomie cognitive et cette responsabilité cognitive. Faites-vous aider, ne restez pas seul. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le dire. Donc, merci d'avoir posé la question sur le casse-tête des devoirs à la maison. Ah oui, mais comme tu disais, le lien des fois parental le lien entre l'enfant et le parent, c'est des fois bien abîmé. Moi, quand je les reçois... je me doute. Et du coup, c'est vrai que les enseignants qui vont nous écouter, ils vont hurler, je crois, mais... Pour moi, les devoirs, c'est pas la priorité, en fait. La priorité, c'est la relation. Donc, dans ce cas-là, lâchons un petit peu les devoirs un temps, réparons un peu la relation, et puis après, les devoirs, on verra après. Et d'ailleurs, dans le premier rendez-vous de rencontre et d'évaluation des besoins, ce qui est important peut-être de savoir, c'est que
même si les personnes ont été orientées par des professionnels la plupart du temps, Mhm. par mon réseau de professionnels que je remercie, j'en profite de cette occasion pour les remercier, de leur confiance, évidemment, eh bien moi je fais toujours quand même le point sur la multidisciplinarité ou peut-être aussi l'errance thérapeutique. Parfois, ils arrivent au cabinet en bout de course, ils ont vu une orthophoniste, une psychologue, enfin voilà, ils ont vu plusieurs thérapeutes, une orthoptiste, une graphothérapeute, enfin plein de choses qui sont très intéressantes. Nous, on travaille en multidisciplinarité, donc il n'y a pas de souci. Enfin, nous, en tant que professionnels, on comprend cette pluridisciplinarité. Elle est nécessaire. Mais des fois, les parents sont un peu perdus parce qu'ils ont l'impression d'avoir vu plein de personnes et que Et c'est un petit peu la même chose, mais c'est ça qui est difficile C'est pour ça eux qui est souvent, difficile pour eux. Ouais. Alors moi, je reprécise vraiment quel est mon cadre, pour ne pas qu'on m'attende là où je ne serai pas. Je reprécise vraiment le cadre. Et parfois, il est aussi nécessaire de réorienter ou de me mettre en retrait. Moi, je dis toujours, la pédagogie, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la relation. Complètement. Et je suis mais vraiment d'accord avec toi. La relation, c'est fondamental. Ça sert à rien d'essayer de surajouter un accompagnement à plusieurs accompagnements. Quand il y a vraiment trop de professionnels qui interviennent, je me retire. Oui, ou dans l'après-coup, après. Voilà, je dis terminez vos prises en charge, faites-le tranquillement. Et quand l'enfant, voilà, et puis en plus je travaille comme je te l'ai peut-être dit avant, avec le principe d'adhésion. Donc c'est vraiment la personne, l'enfant qui sera décisionnaire de l'accompagnement que je vais proposer, parce que durant le rendez-vous de rencontre et d'évaluation des besoins, je lui fais déjà vivre les premières expériences d'introspection, c'est-à-dire que je le mets en situation de dialogue pédagogique, qui est une technique en gestion mentale, pour permettre à la personne de découvrir ses habitudes mentales. Et ça plaît à certains, parce que c'est tout un univers qu'ils vont découvrir, ils ne savaient pas qu'ils avaient tout ça dans leur tête, leur vie mentale est enfin accessible, tu vois. Et pour d'autres, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Pour d'autres, ils vivent ça un peu comme une intrusion ou quelque chose sur lequel ils n'ont pas envie de dialoguer. Pour le moment, peut-être. Pour le moment, peut-être. Et ça, ils en ont le droit. Donc, je précise toujours à ce moment-là, voilà, ça ne fait pas de toi une personne moins intelligente. Tu me dis que tu as des difficultés. Je vois bien que là, c'est difficile pour toi de dialoguer avec moi. C'est OK. Tu me diras d'ici 24-48 heures si la démarche te convient ou pas. Et si elle ne te convient pas, c'est pas grave. Et c'est parfois juste de leur accorder ce droit de dire non, des fois. Tu vois, des fois, 2 mois après, ils reviennent, disent mais ce qu'elle m'avait fait vivre, la dame, dans ma tête, ça m'a plu, j'ai envie de la revoir. Et là, j'ai envie. Il faut y a un petit temps de latence. On est parti. Absolument. Merci en tout cas, Axel, pour tous ces... Merci à toi. Ouais, alors pour te retrouver, le cabinet est à Perpignan. Absolument. Dans le secteur Saint-Gaudéric. C'est Saint-Gaudéric, donc proche du Moulin à Vent et du lycée Lursa. Oui, à côté, voilà, il y a le lycée Lursa. Alors à côté, on a aussi l'école Fénelon. On a l'université qui est à 2 pas, puisque l'université n'est pas loin du Moulin à Vent. Il y a aussi la possibilité, alors c'est vrai qu'à quartier Saint-Gaudéric, souvent on a peur pour se garer, tu sais, Mélissa. Alors moi, je m'arrange toujours pour qu'il y ait un temps d'écart entre d'une séance à l'autre, donc il y aura toujours une place qui sera réservée devant le portail. J'en ai profité, c'est très... Voilà, ça c'est important. C'est très appréciable. Mais oui, parce que souvent les gens ils me disent, mais comment on va faire pour se garer? Ben non, vous inquiétez pas. On se gare facilement. Voilà. C'est un peu les catalandis, les vrais catalans à Perpignan. Moi, c'est pareil, j'ai un cabinet sur Porte d'Espagne où on peut se garer partout, il y a des places partout gratuites, et des fois on me dit non, moi je veux venir à Lupia parce que je suis sûre de pouvoir me garer, alors que c'est des fausses croyances. Voilà. Oh là là, il y en a beaucoup, des fausses croyances, Mélissa. Je passe un temps fou à les faire sortir pour essayer de les balayer. Tu sais, en diapo, j'ai mis un balai, balayons les fausses croyances limitantes. Mais là, c'est promis, vous pouvez vous garer facilement. Et après, par téléphone, parce que je vais remettre pour les prises de rendez-vous, pardon. Alors, le mieux, c'est par mail. Par mail. Alors, pourquoi? Alors, c'est vrai que par respect pour les personnes avec qui je dialogue, puisqu'on est sur un dialogue introspectif, donc je ne veux pas les couper. Tu sais, dans leur cheminement de pensée, ils accèdent à un tel niveau de conscience que je ne veux pas les interrompre, donc je ne réponds pas au téléphone. Alors, soit on me laisse un message, mais c'est encore plus simple par mail, parce que du coup, on peut mieux me préciser la demande, on peut me préciser
par qui la personne est envoyée, etc. Et puis je réponds toujours, je prends le temps, soit par mail après ou je rappelle, et je propose d'entrer un rendez-vous de rencontre et d'évaluation des besoins. J'envoie quelques documents explicatifs sur la démarche, sur les tarifs, etc., que les personnes soient bien éclairées avant de confirmer le rendez-vous que je propose. Voilà. Donc je mettrai dans les infos du podcast toutes tes coordonnées Oui. pour qu'on puisse te retrouver le plus facilement Voilà. possible. Et pour ceux qui ont envie de se former à l'orthopédagogie, spécialisée en gestion mentale, il est important peut-être de préciser qu'il existe aujourd'hui effectivement une formation à Paris, une partie en présentiel, une partie en distanciel, qui s'appelle Déclic. Déclic propose ces formations d'orthopédagogue spécialisé en gestion mentale. Et actuellement, je reçois de temps en temps, envoyé par France Travail, des personnes qui bénéficient d'un dispositif qui s'appelle PMSMP. C'est un dispositif d'immersion dans un milieu professionnel pour observer un petit peu un professionnel dans son activité et voir effectivement si ça correspondrait à ses propres compétences et en tout cas à son désir d'évoluer dans ce domaine-là. Ok, Voilà. super. Merci infiniment, Axel. Merci à toi, Mélissa. C'était très agréable de parler de mon activité professionnelle avec autant de cœur et de bienveillance. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne continuation, en tout cas dans ta pratique. Merci, Mélissa. Merci à tous, merci à toutes pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.